La lourde porte en chêne massif de mon pavillon principal ne s'est pas simplement ouverte. Elle a été poussée vers l'intérieur si violemment, que la poignée en laiton s'est fissurée contre le mur de pierre. Le son a résonné sous le haut plafond de cèdre comme un coup de feu. J'étais debout derrière l'îlot de la cuisine, en train de me verser une tasse de café noir. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas levé les yeux tout de suite. J'ai écouté le clic sec et agressif des talons aiguilles de créateur frappant mon sol en pierre naturelle chauffée. Je connaissais cette démarche. C'était la marche d'une femme qui croyait que le monde existait entièrement pour sa convenance. Ma mère, Kreza, s'est arrêtée exactement à 1,50 m de moi. Elle a regardé autour d'elle le gigantesque espace de vie à air ouverte, les baies vitrées allant du sol au plafond surplombant le lac privé, le mobilier en cuir sur mesure. Ses yeux ne contenaient pas une once de fierté. Ils contenaient une cupidité pure, non dissimulée. Elle m'a regardé à nouveau, ses lèvres pressées en une ligne fine et serrée. Elle n'a pas dit bonjour. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle a prononcé sa sentence de la manière dont un juge rend un verdict. Fais tes valises, Méric. Tu as 48 heures. Callahan déplace la retraite de son entreprise ici. On ne peut pas avoir le garçon d'entretien qui traîne dans les parages. Si vous avez déjà eu à vous tenir parfaitement immobile, à vous mordre l'intérieur de la joue jusqu'à sentir le goût du cuivre, et à ravaler votre propre rage, parce que les personnes qui étaient censées vous aimer tentent de vous arracher tout ce que vous avez bâti de vos propres mains, alors restez avec moi. Si vous savez ce que ça fait d'être le bouc émissaire invisible dans une dynamique familiale toxique, tandis que l'enfant chéri se voit offrir le monde sur un plateau d'argent, vous êtes au bon endroit. Prenez une seconde maintenant pour aimer et vous abonner, car ce que je vais faire ensuite fera que la femme debout dans ma cuisine regrettera ces mots pour le reste de sa vie. Mon nom est Méric. J'ai 34 ans. Je suis architecte, constructeur, un homme qui préfère le calme des bois au bruit de la ville. J'ai regardé la femme debout dans ma cuisine. Ma mère, Kreza, a toujours été une maîtresse de la cruauté administrative. Elle ne crie pas. Elle ne jette pas d'objets. Elle vous détruit avec un ton calme et condescendant, et une main parfaitement manucurée. Elle porte des vêtements qui coûtent plus cher que mon premier camion. Elle assiste à des galas de charité et parle de valeurs familiales. Derrière les portes closes, elle est une marionnettiste qui utilise la culpabilité, l'obligation, et un contrôle financier absolu pour maintenir chacun dans sa case désignée. Ma case était le sous-sol. Mon frère aîné, Callahan, eh bien, sa case était un pantouse dans le ciel. J'ai pris une lente gorgée de mon café. La vapeur s'est élevée entre nous. Je n'ai pas argumenté. Argumenter avec une narcissique, c'est comme essayer d'éteindre un incendie avec de l'essence. Elles se nourrissent de votre réaction émotionnelle. Elles ont besoin de vous voir craquer. J'ai appris il y a longtemps que la seule façon de survivre à ma mère était de ne lui donner absolument rien. Pas de colère, pas de larmes, pas de défense. Je l'ai juste regardée fixement. Elle détestait le silence. Elle a croisé les bras, son parfum coûteux jurant terriblement avec l'odeur naturelle de cèdre et de pin dans la pièce. Je veux dire, Méric, a-t-elle lâché, sa voix baissant d'une octave, cet endroit est bien trop grandiose pour un homme seul qui joue dans la terre toute la journée. Callahan fait face à un trimestre très stressant à New York. Ses investisseurs ont besoin d'être séduits. Cette propriété est exactement ce dont la famille a besoin en ce moment. Tu videras tes affaires personnelles de la suite principale d'ici demain soir. Tu peux rester dans l'ancienne cabane à outils près de l'eau si tu dois absolument rester sur les lieux, mais je ne veux pas que tu parles aux invités de Callahan. L'audace pure de la chose était presque magnifique. Elle croyait honnêtement qu'elle pouvait simplement entrer et revendiquer un domaine de 5 millions de dollars parce qu'elle partageait mon ADN. Elle ne me voyait pas comme un fils, mais comme un entrepreneur non rémunéré qui avait simplement gardé la place au chaud pour le véritable héritier. J'ai posé ma tasse de café sur le comptoir en granit. La céramique a cliqueté doucement contre la pierre. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai réalisé quelque chose de profond. Je n'étais plus en colère. La colère s'était consumée il y a des années. Ce qui l'avait remplacé était quelque chose de beaucoup plus froid, de beaucoup plus dangereux. C'était une clarté cristalline absolue. Je savais exactement ce que j'allais faire. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés à cette confrontation dans la cuisine, vous devez comprendre la terre. Vous devez comprendre une pièce au mur lambrissé d'acajou, il y a 5 ans,
où les lignes ont été tracées et où j'ai été officiellement rayé de l'avenir de la famille. Il y a 5 ans, nous étions assis dans le bureau formel et suffocant de l'avocat de la succession de mon grand-père. Mon grand-père était un homme dur, un industriel autodidacte qui avait bâti une petite fortune, puis avait passé le reste de sa vie à regarder sa fille, ma mère, la saigner lentement à blanc pour financer son style de vie de mondaine. Quand il est décédé, la lecture du testament était censée être une formalité. Nous savions tous qui était le favori. Mon frère Callahan avait toujours été l'enfant chéri. Il était bruyant. Il portait des costumes de créateur. Il jouait au golf avec les bonnes personnes. Et il savait comment flatter ma mère. J'étais le contraire. Je portais des bottes de travail. Je détestais les country clubs, et je posais trop de questions embarrassantes sur la destination réelle de l'argent de la famille. L'avocat, un homme plus âgé avec des lunettes cerclées de fils de fer, s'est éclairci la gorge et a lu les documents. À mon petit-fils, Callahan, je lègue la somme de 2 millions de dollars en actifs liquides et le droit exclusif d'acheter la propriété de luxe du Pantou située dans l'Upper Manhattan auprès de la fiducie successorale. Ma mère rayonnait. Elle a même tendu la main et a serré celle de Callahan. Callahan a souri avec suffisance, ajustant sa cravate en soie importée. Il m'a regardé de l'autre côté de la table avec un air de satisfaction pure et arrogante. C'était le regard d'un homme qui venait de gagner une course qu'il n'avait même pas eu à courir. Puis l'avocat a tourné la page. À mon petit-fils, Merrick, je lègue la parcelle isolée au bord du lac dans l'État de Washington, y compris la structure de la cabane d'origine sur la propriété. La pièce est devenue silencieuse. Même l'avocat semblait légèrement mal à l'aise. Tout le monde connaissait cette parcelle. C'était un cauchemar absolu. C'était 40 acres de terrain marécageux, de bois envahi par la végétation et une cabane en bois pourrissante qui avait été abandonnée depuis la fin des années 80. Les fondations s'enfonçaient dans la boue. Le toit s'était effondré. Le comté avait condamné la structure 3 ans auparavant. Ce n'était pas un bien immobilier. C'était un passif massif. Les impôts fonciers à eux seuls étaient un fardeau, et le coût pour défricher le terrain était estimé à des centaines de milliers de dollars. C'était essentiellement une punition, déguisée en héritage. Ma mère a laissé échapper un petit souffle amusé. « Eh bien, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie, c'est tout à fait approprié. Tu as toujours été du genre robuste, Merrick. Peut-être que tu pourras planter une tente. » Mon oncle Terren, qui était assis dans le coin comme un fidèle chien de salon, a éclaté d'un rire tonitruant. Il s'est penché en avant, l'odeur de son parfum bon marché et entêtant flottant sur la table. « Ça te va bien, Merrick » gloussa-t-il en se frottant le menton. « Tu as toujours aimé jouer dans la boue. Maintenant tu as tout un marécage pour te rouler dedans. Ne va pas demander un prêt à ton frère quand le comté te mettra à l'amende pour un toit effondré, mon garçon. » Je n'ai pas dit un mot. J'ai pris le dossier contenant l'acte de propriété. Je me suis levé, j'ai repoussé ma chaise et je suis sorti du bureau. Je ne me suis pas retourné. J'ai conduit directement jusqu'à l'État de Washington. Quand j'ai vu la propriété pour la première fois, c'était pire que ce qu'ils avaient décrit. La cabane était une carcasse pourrissante de bois et de métal rouillé. L'odeur de décomposition et de terre humide était écrasante. J'ai poussé la porte d'entrée, et elle est tombée de ses gonds dans un tas de feuilles mouillées. À l'intérieur, les lattes du plancher avaient complètement disparu. J'ai trouvé les squelettes de ratons laveurs et d'opossums qui s'étaient glissés à l'intérieur pour mourir. Le vent hurlait à travers les fentes des murs. Il faisait un froid glacial. C'était isolé, et c'était à moi. Pendant les 2 premières années, j'ai vécu dans une caravane d'occasion garée sur la parcelle de terre la plus sèche que j'ai pu trouver. Les hivers étaient brutaux. Je me réveillais avec du givre à l'intérieur de mes fenêtres. Pendant que mon frère postait des photos sur Instagram de lui faisant sauter des bouteilles de champagne coûteux sur des bars en terrasse à New York, moi, j'étais debout sous une pluie glaciale, à arracher du bois pourri avec un pied de biche. Mes mains étaient en permanence couvertes d'ampoules. Mon dos me faisait constamment mal. Je travaillais 16 heures par jour, 7 jours sur 7. J'ai déblayé les débris moi-même parce que je ne pouvais pas me permettre d'engager une équipe. Mais je ne faisais pas que démolir. Je récupérais. J'ai sauvé chaque morceau de cèdre ancien et de chêne qui était encore structurellement sain. Je les ai empilés, je les ai séchés, je les ai traités.
Je passais mes nuits près d'un petit radiateur à kérosène, à m'auto-former en ingénierie structurelle, en architecture durable et en gestion écologique des terres. J'ai cartographié la nappe phréatique. J'ai testé le sol. J'ai réalisé que le marécage était en fait un bassin de filtration naturelle pour le lac Immaculé situé juste derrière la lisière des arbres. La terre n'était pas morte. Elle attendait juste quelqu'un qui se souciait assez d'elle pour la comprendre. J'étais le bouc émissaire de ma famille. Cette terre était le bouc émissaire du marché immobilier. Nous nous comprenions parfaitement. Pendant que je saignais dans la terre, ma famille vivait un mensonge soigneusement construit. Mon père, Gideon, était un fantôme dans son propre mariage. C'était un homme silencieux qui avait renoncé à sa colonne vertébrale des décennies plus tôt pour maintenir la paix avec ma mère. Il détestait les conflits. Il détestait le bruit. Il gérait les abus de ma mère en se fermant simplement et en la laissant faire tout ce qu'elle voulait. Parfois, tard dans la nuit, quand il savait que ma mère dormait ou était sortie à un dîner de charité, il m'appelait. Le téléphone sonnait et je répondais depuis la caravane, les mains couvertes de graisse et de sueur. « Allô » disais-je. « Eh, fiston !» Sa voix me parvenait, basse et hésitante. « Quel temps fait-il par là-bas ?»« Il pleut, papa. »« Il pleut toujours. »« D'accord. D'accord. Tu manges bien ?»« Oui, papa. Je vais bien. » Il y avait une longue pause. Je pouvais entendre la culpabilité l'étouffer. Il savait que j'étais là-bas en train de lutter pendant que sa femme organisait des fêtes somptueuses pour Canaan. Il savait que l'héritage était une mauvaise blague. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit de significatif, j'entendais le clic distinct de la porte de la chambre s'ouvrir de son côté. « Je dois y aller, Méric » chuchotait-il rapidement. « Prends soin de toi. » Et la ligne se coupait. C'était un homme bon, piégé par sa propre lâcheté. Il a laissé faire le monstre, car c'était plus facile que de le combattre. Canaan, de son côté, était la vedette de son propre film. Il a lancé une société de courtage en investissement à Manhattan en utilisant les 2 millions de dollars que grand-père lui avait laissés. De l'extérieur, il ressemblait à un prodige de Wall Street. Il portait des costumes italiens sur mesure. Il conduisait une voiture de sport en leasing et ses réseaux sociaux étaient un florilège de dîners coûteux et de vacances exotiques. Ma mère montrait ses photos à quiconque voulait bien regarder. Mon fils, le PDG, se vantait elle lors de ses déjeuners au country club. Mais je suis un constructeur. Je sais comment regarder une structure et trouver les fissures cachées dans les fondations. J'ai gardé une oreille attentive grâce à quelques anciens contacts que j'avais dans le secteur financier. J'ai entendu les rumeurs. Canaan n'était pas un génie. Il était imprudent. Il surendettait l'argent de ses clients en pourchassant des startups technologiques à haut risque qui ne cessaient de s'effondrer. Il perdait de l'argent pour maintenir son style de vie. Son entreprise était essentiellement un jeu de bonne taux, déplaçant l'argent d'un compte à l'autre pour couvrir les pertes quotidiennes. Le Pantouse était lourdement hypothéqué. Les costumes étaient achetés à crédit. L'enfant chéri était entièrement creux, juste un extérieur brillant recouvrant un gouffre massif de dettes. J'ai utilisé cette connaissance comme carburant. Chaque fois que je rencontrais un obstacle, chaque fois que la banque me refusait un prêt à la construction standard parce que ma propriété était jugée trop risquée, je pensais juste au visage suffisant de Canaan à la lecture du testament. Je n'avais pas besoin des banques standards. J'ai trouvé un financement alternatif. J'ai utilisé la terre elle-même comme levier. J'ai obtenu des subventions environnementales pour la restauration des zones humides. J'ai scié mon propre bois. J'ai coulé mon propre béton. J'ai posé chaque tuyau et tiré chaque fil. À la 3e année, la structure principale du pavillon était debout. C'était un chef-d'œuvre de conception durable. Des plafonds voûtés massifs, des poutres en bois de récupération, des vitres intelligentes du sol au plafond qui s'ajustaient à la lumière du soleil, et un système de chauffage géothermique. À la 4e année, j'avais construit 3 cabanes d'invités de luxe cachées dans la lisière des arbres, chacune avec des jacuzzis privés et un accès au lac. À la 5e année, je l'avais ouvert comme une retraite écologique exclusive pour des individus fortunés qui voulaient une intimité totale. Des milliardaires de la tech, des auteurs, des célébrités. Ils payaient des tarifs premium pour disparaître dans les bois. La cabane pourrissante avait disparu.
À sa place se dressait un domaine de 5 millions de dollars. Et le meilleur dans tout ça, c'est que personne dans ma famille n'en avait la moindre idée. Je les avais tous bloqués sur les réseaux sociaux des années auparavant. Je ne leur envoyais pas de nouvelles. Je ne les ai pas invités à l'inauguration. J'étais un fantôme. J'aimais être un fantôme. Mais les fantômes ne restent pas enterrés pour toujours. Finalement, quelqu'un vient chercher une hantise. Dans ce cas, la hantise est arrivée dans un SUV de luxe argenté, sans invitation. C'est arrivé un mardi. Le pavillon était complet, mais c'était calme. Mes invités paient pour le silence. J'étais dans le bureau principal en train d'examiner une proposition d'achat de 50 acres supplémentaires de l'autre côté du lac, lorsque les capteurs de sécurité du portail principal ont fait sonner mon téléphone. J'ai affiché le flux de la caméra. Un SUV Lexus argenté était à l'interphone. J'ai zoomé sur la plaque d'immatriculation. Des plaques de New York. J'ai zoomé sur le conducteur. C'était ma mère. J'ai senti une boule froide dans mon estomac. Je ne lui avais pas parlé depuis 3 ans. Comment m'avait-elle trouvé? J'ai rapidement fait une recherche sur mon ordinateur. Il m'a fallu moins de 2 minutes pour comprendre. 2 semaines auparavant, Architectural Digest avait publié un énorme article de 10 pages sur les complexes écologiques de luxe. Ma propriété était en couverture. J'avais insisté pour que le magazine ne mentionne pas mon nom de famille dans l'article, l'attribuant uniquement à Méric, un constructeur privé visionnaire. Mais les photos du pavillon, du lac, et mon prénom ont suffi. Ma mère n'est rien si elle n'est pas obsédée par la lecture des magazines de luxe. Elle a dû le voir, faire le lien, et décider de le vérifier par elle-même. Je n'ai pas appuyé sur le bouton pour ouvrir le portail. Je l'ai observé à travers la caméra. Elle a appuyé agressivement sur le bouton de l'interphone. « Allô » a-t-elle aboyé dans le haut-parleur. « Ouvrez ce portail immédiatement. » J'ai pris ma radio. « Sécurité. Ici Méric. Laissez passer la Lexus argentée. Gardez un drone dessus. » Je suis sorti de mon bureau et je me suis tenu sur les marches avant du pavillon principal. Le gravier a crissé alors que son SUV accélérait sur la longue allée sinueuse. Elle a freiné brusquement juste devant l'entrée, soulevant de la poussière. La porte s'est ouverte et elle est sortie. Elle portait un manteau blanc sur mesure et des lunettes de soleil sombre. Elle a enlevé les lunettes et a levé les yeux vers l'imposante charpente en bois du pavillon. Elle a regardé les voitures chères garées sur les places des invités. Elle a regardé le quai privé et l'eau cristalline. Je m'attendais à du choc. Je m'attendais à de la confusion, peut-être même à une infime fraction de fierté maternelle que son fils, qu'elle avait considéré comme un échec, ait bâti un empire à partir d'un marécage. J'étais un idiot d'attendre quoi que ce soit de vaguement humain. L'expression sur son visage n'était pas de la fierté. C'était de la faim. Une faim pure et vorace. Ses yeux parcouraient les lieux, calculant la superficie, analysant la qualité de la maçonnerie, estimant le tarif journalier des cabanes d'invités. Elle faisait une évaluation financière dans sa tête. Elle a lentement monté les marches jusqu'à l'endroit où je me tenais. « Eh bien, » a-t-elle dit, sa voix sèche, « il semble que tu aies gardé des secrets à la famille, Méric. C'est un sacré petit projet que tu as monté là. » « Ce n'est pas un projet, dis-je, ma voix plate. C'est mon entreprise, et c'est une propriété privée. » Elle a ricané, agitant une main dédaigneuse. « Oh, s'il te plaît, ne sois pas dramatique. Tu es un Holloway. La propriété familiale est la propriété familiale. » Elle m'a bousculé sans y être invitée et est entrée dans le grand hall. Elle a passé sa main sur les canapés en cuir sur mesure. Elle a tapoté ses longs ongles contre les comptoirs en granit. « Ça fera parfaitement l'affaire, » a-t-elle murmuré pour elle-même. « Oui, ça fera très bien l'affaire. » Elle s'est tournée pour me faire face. Le masque de la civilité est tombé complètement. Callahan a des problèmes, Méric. Le marché a été cruel avec son entreprise. Il a besoin d'une victoire majeure. Il doit accueillir ses investisseurs de premier plan pour une retraite d'1 semaine afin de garantir une nouvelle levée de fonds. Il ne peut pas se permettre les hantons cette année. J'ai vu cet endroit dans le magazine et j'ai réalisé que c'est exactement ce dont il a besoin. Il a la bonne esthétique. Ça a l'air cher. Je l'ai regardé fixement.
Tu veux que je donne à Callahan une semaine gratuite dans mon complexe? Elle m'a regardé comme si j'étais stupide. Une semaine gratuite? Non, Méric. Tu ne comprends pas qu'Callahan a besoin de projeter une image de propriétaire. Il doit montrer à ses investisseurs qu'il vient d'un soutien substantiel. Il va leur dire que c'est son domaine familial. Il va les accueillir ici la semaine prochaine, et tu vas transférer l'acte de propriété de ce bien dans le trust familial Holloway, pour qu'il ait les documents légaux pour le prouver s'il le demande. Mon cerveau a cessé de fonctionner pendant une seconde. L'audace était si astronomique qu'elle défiait la logique. Tu veux que je cède une propriété de 5 millions de dollars que j'ai construite de mes propres mains à un trust familial contrôlé par toi, pour que Callahan puisse prétendre qu'il en est le propriétaire afin d'escroquer des investisseurs? Je ne veux pas que tu le fasses, a-t-elle dit, ses yeux devenant durs et venimeux. Je te dis de le faire, et tu le feras, parce que tu dois tout à cette famille. Avant que je puisse même traiter l'insanité absolue de sa demande, la lourde porte en chêne s'est rouverte. J'avais été tellement concentré sur ma mère que je n'avais pas remarqué la deuxième voiture s'arrêter derrière la sienne, une berline noire. La porte s'est ouverte en grand, et l'oncle Terren est entré. Il portait un costume mal ajusté et empestait les cigares froids et le parfum bon marché. Il avait une épaisse enveloppe brune sous le bras. Il a regardé le pavillon en sifflant doucement. Pas mal, le garçon de la boue, a-t-il gloussé, en tapant la main contre le pilier de cèdre. Pas mal du tout. À qui as-tu volé l'argent pour construire ça? J'ai regardé de Terren à ma mère. Dehors, dis-je. Tous les deux. Maintenant. Ma mère n'a pas bronché. Terren a juste souri et a jeté l'enveloppe brune sur mon comptoir de cuisine en granit. Tu ferais mieux de lire ça avant de commencer à donner des ordres, mon garçon, a dit Terren en croisant les bras. Je me suis approché et j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un document juridique daté d'il y a 5 ans. C'était un avenant au testament de mon grand-père. J'ai parcouru le jargon juridique dense. Il m'a fallu 1 minute pour traduire le langage d'avocat en français courant. Quand je l'ai fait, mon sang s'est glacé. Le document stipulait que les 40 acres de terrain dans l'État de Washington m'avaient été donnés sous une clause conditionnelle spécifique. La clause disait que si la propriété était un jour développée, commercialisée, ou portée à une évaluation dépassant $1 million, elle serait considérée comme un actif familial conjoint et soumise à une revendication de 50% des capitaux propres par mon frère, Callahan Holloway, pour assurer une distribution équitable de la richesse générationnelle. Au bas de la page se trouvait une signature. Ce n'était pas la signature de mon grand-père. C'était la signature de mon père. Gideon Holloway, agissant en tant qu'exécuteur testamentaire. J'ai levé les yeux. Ma mère souriait, un sourire froid et triomphant. Ton père l'a signé le lendemain de la lecture du testament, a-t-elle dit doucement. Il a toujours été un homme raisonnable quand je lui expliquais les choses clairement. La terre t'a été donnée comme un hobby, Méric. Un cas de charité. Nous ne nous attendions jamais à ce que tu en fasses quoi que ce soit. Mais puisque tu as réussi à faire un profit, il est juste que ton frère reçoive sa part légitime. La famille a financé ta petite expérience. Maintenant, la famille vient collecter. J'ai regardé la signature de mon père. Je savais exactement comment elle l'avait obtenue. Elle l'avait harcelé, lui avait crié dessus, l'avait menacé jusqu'à ce qu'il signe juste pour qu'elle s'arrête. Elle avait utilisé sa lâcheté comme une arme pour me tendre un piège, des années avant même que je ne coule la première fondation en béton. Si tu ne signes pas l'acte de cession au trust d'ici vendredi, a poursuivi ma mère, son ton complètement conversationnel, Terren ici a déjà engagé un cabinet d'avocats à Seattle. Ils gèleront tes comptes professionnels. Ils placeront un privilège sur cette propriété. Ils te bloqueront devant les tribunaux pour les 10 prochaines années. Ton écologe fera faillite en payant les frais de justice avant même que nous n'arrivions à un règlement. Tu perdras tout, Méric. Ou, tu peux être un bon frère, faire tes valises, laisser Callahan prendre en charge la retraite la semaine prochaine, et nous te donnerons un petit pourcentage des bénéfices pour te maintenir confortablement dans un joli petit appartement quelque part. Terren s'est approché et m'a tapoté l'épaule. C'était un contact lourd et condescendant. Ne sois pas gourmand, mon garçon, a-t-il dit. Ton frère a besoin de ça pour sauver son entreprise. Sois un joueur d'équipe pour une fois dans ta vie. Mon esprit tournait à toute vitesse. Le document était probablement complètement illégal.
Un avenant forcé, signé par un exécuteur sous la contrainte après la lecture du testament. N'importe quel avocat décent pourrait le démolir. Mais ma mère avait raison sur un point. Un procès gèlerait mes actifs. Il tuerait mon flux de trésorerie. Le pavillon dépendait de réservations continues et très lucratives. Si la propriété était bloquée par un litige, l'entreprise mourrait. Elle m'avait coincé, et elle le savait. J'ai regardé le document. J'ai regardé le visage suffisant de Thérène. J'ai regardé les yeux de ma mère qui brillaient de victoire. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai canalisé chaque once de maîtrise de soi que j'avais apprise en 34 ans à être le punching ball de la famille. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas déchiré le papier. J'ai simplement plié le document soigneusement, les remis dans l'enveloppe, et les fait glisser sur le comptoir vers elle. Je comprends, dis-je, ma voix dénuée de toute émotion. 48 heures. Le sourire de ma mère s'est élargi. Bon garçon, a-t-elle dit en ajustant son manteau coûteux. Tu vois, Thérène, je t'avais dit qu'il écouterait la raison. Elle a tourné les talons et s'est dirigée vers la porte. Fais vider l'endroit d'ici jeudi après-midi, Méric. Callahan arrivera avec son équipe pour préparer l'arrivée des invités. Ne laisse traîner aucune de tes bottes de travail sales. Elle est sortie. Thérène l'a suivie, riant doucement pour lui-même. Je suis resté debout dans mon pavillon de 5 millions de dollars et j'ai écouté leur voiture crisser sur l'allée de gravier. Le silence dans le pavillon après leur départ était absolu. Je suis resté complètement immobile pendant 5 minutes. J'ai laissé la colère m'envahir comme une vague froide, puis je l'ai laissé s'écouler, ne laissant rien d'autre qu'une concentration pure et calculée. Ils pensaient qu'ils avaient gagné. Ils pensaient qu'ils avaient été plus malins que le stupide entrepreneur qui jouait dans la boue. Ils pensaient que j'étais le même gamin brisé qui était sorti de ce bureau d'avocat il y a 5 ans, avec rien d'autre qu'un acte de propriété pour un marécage. Ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient affaire. Je suis entré dans mon bureau, j'ai verrouillé la porte et j'ai pris mon téléphone. J'avais 48 heures pour démanteler tout le faux empire de ma famille. J'ai passé 2 appels. Le premier appel était pour Isidora. Isidora est une avocate en immobilier de 60 ans à Seattle. Elle porte des tailleurs élégants. Elle ne tolère pas les imbéciles, et elle est l'esprit juridique le plus impitoyable que j'ai jamais rencontré. Elle m'a aidé à naviguer dans les lois de zonage quand j'ai construit le pavillon. Isidora a répondu à la première sonnerie. Méric, a-t-elle dit, sa voix nette. J'ai un problème, Isidora, dis-je. Ma mère vient de se présenter avec un avenant postdaté frauduleux au testament de mon grand-père, signé par mon père. Elle menace de mettre un privilège sur le pavillon si je ne signe pas l'acte de cession au trust de Callahan d'ici vendredi. Il y a eu une pause au bout du fil. J'ai entendu le son d'un clavier qui cliquetait rapidement. Envoie-moi un scan du document, a-t-elle ordonné. Je le lui ai envoyé par email à partir des images de la caméra de sécurité que j'avais prises du papier sur le comptoir. Elle l'a examiné en silence. C'est de la foutaise, a-t-elle dit finalement. C'est complètement inapplicable. Un exécuteur ne peut pas modifier les termes d'un actif distribué rétroactivement sans le consentement du bénéficiaire. Je peux faire rejeter ça par un juge dès demain matin et les frapper avec une contre-poursuite pour extorsion. Non, dis-je. Ne dépose rien. Laisse-les penser qu'ils ont le dessus. Je ne veux pas seulement défendre ma propriété, Isidora. Je veux les écraser. J'ai besoin que tu sortes le dossier du trust fantôme. Isidora a arrêté de taper. Tu es sûr, Méric? Si on ouvre cette boîte, on ne pourra plus la refermer. Ouvre la boîte, dis-je. Prépare les papiers pour jeudi. Amène le notaire. Le trust fantôme. C'était mon arme secrète. Ce que ma mère et Callahan n'ont jamais su, ce que mon grand-père avait caché à tout le monde sauf à son avocat de succession, c'est qu'il savait exactement ce qu'était ma mère. Il savait qu'elle essaierait de voler tout ce qu'elle pourrait. Alors, avant de mourir, il a créé un trust aveugle à l'étranger, un trust financé avec 3 millions de dollars en liquidité non traçable. Il me l'a laissé entièrement, avec une instruction spécifique. Il ne devait être utilisé que si la famille essayait de me ruiner. Pendant 5 ans, je n'en ai jamais touché un centime. J'ai construit le pavillon avec des prêts commerciaux standards et ma propre sueur, car je voulais prouver que je pouvais le faire moi-même. Mais il y a 6 mois,
lorsque les rumeurs sur la faillite de la société de courtage de Callahan ont commencé à circuler, j'ai utilisé le Trust Fantôme. Je n'ai pas acheté de voiture ou de montre. J'ai acheté de la dette. J'ai demandé à Isidora de créer une société écran et j'ai systématiquement racheté la dette commerciale et personnelle que Callahan devait à ses prêteurs secondaires. Je possédais l'hypothèque de son Penthouse. Je possédais une ligne de crédit pour son entreprise. Je possédais littéralement l'enfant chéri, et il n'en avait aucune idée. Mon deuxième appel était pour Darien. Darien est un évaluateur d'état senior. Il est méticuleux. Il est incorruptible, et il me doit une faveur parce que j'ai découvert un défaut structurel majeur dans sa propre maison construite il y a 2 ans. Darien, dis-je, j'ai besoin d'une évaluation certifiée en urgence pour le pavillon. J'ai besoin que l'évaluation finale soit imprimée, tamponnée et reliée dans un dossier en cuir pour jeudi midi. Entendu, Méric, a-t-il dit. C'est pour quelle occasion? Une expulsion, ai-je répondu avant de raccrocher. J'ai passé les 48 heures suivantes à préparer la scène. Je n'ai pas fait un seul sac. Je n'ai pas déplacé une seule paire de bottes de travail. J'ai appelé mon équipe de sécurité, un groupe d'anciens militaires entrepreneurs hautement qualifiés que je garde sous contrat pour mes invités de marque. Je leur ai dit de porter leur uniforme complet jeudi et d'attendre dans le bureau de sécurité jusqu'à ce que je donne le signal. J'ai installé le gigantesque écran intelligent de 85 pouces dans le hall principal. J'ai chargé un fichier vidéo très spécifique sur une clé USB sécurisée et cryptée et les branché au système. C'était la police d'assurance que je gardais depuis 2 ans. Un levier si radioactif qu'il réduirait en cendres la réputation sociale de ma mère. Je me tenais au centre du pavillon alors que le soleil se couchait mercredi soir. Le bois brillait d'une lueur chaude. Le lac à l'extérieur était parfaitement calme. Le piège était tendu. L'appât était posé. Tout ce que j'avais à faire maintenant, c'était d'attendre que les rats entrent par la porte d'entrée. Si vous aimez cette histoire jusqu'à présent et que vous voulez voir l'enfant chéri et la mère toxique se faire absolument anéantir, veuillez prendre une seconde pour cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Le nom de la chaîne est. Laissez également un commentaire ci-dessous avec le nom de la ville où vous vivez en ce moment. Chaque commentaire aide à diffuser cette vidéo à plus de personnes qui ont besoin de l'entendre. Merci beaucoup pour votre soutien. Le vrai spectacle est sur le point de commencer. Le jeudi est arrivé exactement comme prévu. Le ciel au-dessus du lac était d'un gris ardoise couvert, menaçant de pluie. L'air était lourd et épais d'humidité. À l'intérieur du pavillon principal, tout était impeccable. Les planchers en cèdre étaient polis. L'imposante cheminée en pierre était propre, et l'écran intelligent de 85 pouces était monté parfaitement au ras du mur du fond, se fondant dans le lambris de bois sombre. J'étais assis seul à l'immense plateau de chaîne de récupération qui me servait d'îlot de cuisine. Devant moi se trouvait une seule boîte de sécurité noire et robuste. À l'intérieur de cette boîte se trouvait chaque pièce de documentation nécessaire pour anéantir complètement l'empire creux que ma mère et mon frère avaient construit. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. À exactement 14 heures, les capteurs de sécurité du portail principal ont sonné. J'ai affiché le flux de la caméra sur ma tablette. Je m'attendais à voir la voiture de sport italienne en leasing de Callahan s'approcher de l'interphone. Je m'attendais à la peinture brillante et au vrombissement odieux du moteur qu'il utilisait toujours pour annoncer sa présence. Au lieu de cela, j'ai vu un pick-up blanc, robuste et utilitaire. Ce n'était pas un camion de luxe. C'était un modèle de base commerciale de location, couvert de poussière de la route et arborant une énorme bosse sur la portière côté passager. Le logo d'une agence de location bon marché était collé sur la vitre latérale. J'ai zoomé sur la cabine. Callahan conduisait. Ma mère, Cresa, était sur le siège passager, l'air absolument furieux de l'état du véhicule. Sur la banquette arrière, je pouvais voir mon père, Gideon, regardant ses mains, et l'oncle Terren fixant la fenêtre. J'ai pris ma radio et j'ai dit au portail de sécurité de les laisser passer. Le portail s'est ouvert et le camion de location blanc a tout sauté en montant la longue allée. Il semblait totalement déplacé dans le décor d'un complexe écologique de 5 millions de dollars. Il avait l'air désespéré. Il ressemblait exactement à ce qu'était réellement Callahan, un imposteur. Je me suis dirigé vers l'entrée principale et j'ai poussé les lourdes portes doubles pour les ouvrir en grand. Je me suis tenu sur le porche, les mains dans les poches de mon jean sombre, en attendant. Le camion s'est garé en travers de 3 places pour invités.
Callahan a coupé le moteur et est sorti. Il portait un costume bleu marine sur mesure avec une pochette en soie, mais le costume avait l'air froissé. Il semblait épuisé. Son visage était pâle, ses yeux injectés de sang, et il avait des cernes sous les yeux qu'aucun soin de la peau coûteux ne pouvait cacher. Il transpirait malgré l'air frais du lac. Il a levé les yeux vers le pavillon et, pendant une fraction de seconde, sa mâchoire est tombée. Ses yeux se sont écarquillés devant ce qu'il voyait. Il en avait entendu parler par notre mère, mais voir un domaine de plusieurs millions de dollars s'élever du marécage dont il se moquait autrefois était clairement un choc pour son système. Il s'est rapidement repris, affichant son sourire arrogant caractéristique. Il a monté les marches en pierre, agissant comme s'il possédait l'air même qu'il respirait. Ma mère est sortie ensuite, portant une robe noire élégante et tenant une bouteille de champagne millésimée. Teren l'a suivie, se frottant les mains avec une anticipation gourmande. Mon père, Gideon, a été le dernier à sortir du camion. Il a fermé la porte doucement et s'est tenu à l'arrière, regardant le sol. Il ne m'a pas regardé. Il ressemblait à un homme marchant vers une exécution. Callahan a atteint la dernière marche et s'est arrêté juste devant moi. « Eh bien, ricana-t-il, me toisant de haut en bas. Je dois admettre, petit frère, que tu as fait un travail décent pour retaper la cabane debout. Les investisseurs adoreront l'esthétique rustique. Ça a une ambiance de col bleu, charmante. Maintenant, passe-moi les clés principales, les codes de sécurité et la combinaison du coffre-fort. Nous avons une équipe de traiteurs qui arrive dans 3 heures, et j'ai besoin que tu sois hors de la propriété avant qu'ils n'arrivent. Je ne veux pas qu'ils pensent que j'emploie des sans-abri. » Ma mère s'est approchée de lui, brandissant la bouteille de champagne comme un trophée. « Nous avons apporté ça pour célébrer le transfert de l'acte de propriété, » a-t-elle dit, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. Teren a apporté les documents de transfert. Tout ce que tu as à faire, c'est de signer sur les pointillés, Méric. Et ensuite, tu pourras prendre ta petite boîte à outils et aller trouver un bel appartement abordable en ville. Nous paierons même ton premier mois de loyer, parce que nous sommes une famille, et la famille prend soin des siens. J'ai regardé Callahan. J'ai regardé ses chaussures chères sur mon porche en pierre sur mesure. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas remis de clé. Je leur ai tourné le dos et j'ai marché lentement dans le grand hall. La porte est ouverte, dis-je par-dessus mon épaule. Entrez. Nous avons des affaires de famille à conclure. Callahan a ricané, marmonnant quelque chose à voix basse sur mon attitude. Mais il m'a suivi à l'intérieur. Ils m'ont tous suivi. Ils sont entrés dans le gigantesque espace de vie, regardant autour d'eux comme des conquérants réclamant un nouveau château. Callahan a immédiatement commencé à pointer du doigt les canapés en cuir sur mesure. « Sortez ça » a-t-il ordonné, sa voix résonnant dans la grande pièce. « Je veux une longue table de conférence juste là, et changer cette œuvre d'art. C'est bien trop déprimant. » Je me suis approché de l'îlot de la cuisine et je me suis assis sur un tabouret de bar, juste à côté de la boîte de sécurité noire. Je me suis versé un verre d'eau glacée. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé réorganiser mes meubles dans son esprit. Je les ai tous laissés s'installer confortablement dans leur illusion. Puis, j'ai sorti une petite télécommande de ma poche. « Tu peux arrêter de décorer, Callahan, » dis-je, ma voix tranchant à travers son monologue arrogant. « Tu n'accueilleras personne ici. Tu ne changeras pas l'œuvre d'art, et tu n'auras certainement pas les clés. » Callahan a arrêté de pointer du doigt. Il s'est retourné, son visage s'empourprant d'une colère soudaine. « Excuse-moi, » a-t-il lâché, faisant un pas vers l'îlot de cuisine. « N'as-tu pas entendu, mère ? Tu as une obligation légale de céder cette propriété au trust familial. Teren a les papiers. Si tu refuses, nous te ruinerons. Nous t'enterrons sous les litiges jusqu'à ce que tu nous supplies de la prendre. Ne joue pas à des jeux avec moi, Méric. Je n'ai ni le temps ni la patience pour ton attitude d'entrepreneur aujourd'hui. » Ma mère a posé la bouteille de champagne sur le comptoir en granit avec un bruit sourd. « Signe les papiers, Méric, » a-t-elle exigé, sa voix perdant sa fausse douceur pour retrouver le ton froid et administratif que je connaissais si bien. « Ne fais pas de scène. Tu te ridiculises. » Je n'ai pas regardé les papiers que Teren sortait de sa mallette bon marché. Je n'ai pas regardé ma mère. J'ai regardé directement l'écran de 85 pouces monté sur le mur. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation de la télécommande.
L'écran massif a vacillé avant de s'allumer. Le salon a plongé dans un silence tendu alors qu'une image apparaissait à l'écran. Ce n'était pas un flux de caméras de sécurité. Ce n'était pas une présentation. C'était un enregistrement vidéo en haute définition. L'horodatage dans le coin inférieur indiquait le 14 octobre 2022. Il y a 2 ans. Dans la vidéo, l'arrière-plan était un bureau d'avocat impeccable surplombant la ligne d'horizon de Seattle. Assis dans un fauteuil en cuir à haut dossier, face à la caméra, se trouvait mon père, Gideon. À côté de lui était assise mon avocate, Isidora, l'air aussi élégante et impitoyable que d'habitude. Ma mère a fixé l'écran. La couleur a immédiatement commencé à quitter son visage. « Qu'est-ce que c'est que ça » a-t-elle chuchoté, sa voix soudainement fragile. « Gideon, qu'est-ce que c'est que ça ?» Mon père, dans le salon, n'a pas répondu. Il continuait de fixer ses chaussures, ses mains tremblant légèrement le long de son corps. À l'écran, Isidora a parlé la première. « Déclinez votre nom et votre objectif pour l'enregistrement, s'il vous plaît. » Mon père, dans la vidéo, a regardé directement la caméra. Sa voix était assurée, beaucoup plus assurée que je ne l'avais jamais entendue dans la vie réelle. Mon nom est Gideon Holloway. Je suis l'exécuteur testamentaire légal de la succession Holloway. J'enregistre cette déclaration de ma propre volonté, sans coercition, pour corriger une grave erreur judiciaire concernant l'héritage de mon fils, Merrick. Callahan a reculé d'un pas, ses yeux passant de l'écran à sa mère. De quoi diable parle-t-il, a-t-il exigé. La vidéo a continué. Il y a 3 ans, j'ai signé un avenant postdaté au testament de mon défunt beau-père, qui attachait des clauses conditionnelles à la propriété de Merrick. J'ai signé ce document sous une contrainte émotionnelle extrême et sous la menace directe de ma femme, Kresa Holloway. Le document est une fabrication complète, conçue pour saisir illégalement des actifs à Merrick s'il venait à rendre la terre rentable. Ma mère a agrippé le bord du comptoir en granit, ses jointures devenant d'un blanc éclatant. « Éteins ça » a-t-elle sifflé en me foudroyant du regard. « Éteins ça tout de suite, Merrick. C'est illégal. Tu ne peux pas l'enregistrer sans son consentement. » Il a donné son consentement, dis-je calmement, en prenant une gorgée de mon eau. Continue de regarder, mère. Ça devient encore mieux. À l'écran, Gideon a sorti une pile de documents financiers d'une lourde sacoche en cuir. Il les a posés sur le bureau devant Isidora. Je soumets également au dossier juridique la preuve absolue de fraude fiscale systématique et de détournement de fonds d'entreprise commis par Kresa Holloway. Au cours des 7 dernières années, elle a illégalement détourné plus d'1,5 million de dollars de l'entreprise de fabrication familiale Holloway, manipulant les registres de l'entreprise pour acheminer l'argent vers des comptes offshore afin de financer la société de courtage en faillite de notre fils aîné, Callahan. Le silence dans le pavillon était absolu. Le seul son était la vidéo qui jouait et la respiration lourde et saccadée de mon frère. La bouteille de champagne que ma mère avait posée sur le comptoir a soudainement glissé de ses doigts tremblants. Elle a heurté le sol en pierre et s'est brisée en 100 morceaux, du vin millésimé coûteux s'étalant autour de ses chaussures de créateur. Elle n'a même pas bronché. Elle a juste fixé l'écran, la bouche légèrement ouverte, les yeux écarquillés d'une horreur absolue. Dans la vidéo, mon père a porté le coup de grâce. En tant qu'exécuteur de la succession, j'exerce mon droit légal de révoquer de manière permanente toute réclamation que Kresa ou Callahan Holloway pourraient avoir sur la propriété de l'État de Washington. Je dépose également ces documents financiers auprès d'Isidora pour qu'ils soient conservés sous séquestre. Ils doivent être remis à l'Internal Revenue Service et à la Security and Exchange Commission immédiatement si Kresa tente à nouveau d'extorquer Merrick. J'ai fait défaut à mon plus jeune fils toute sa vie. Je ne lui ferai pas défaut aujourd'hui. La vidéo s'est terminée. L'écran est devenu noir. Le pavillon était silencieux de mort. J'ai regardé ma mère. Elle avait l'air d'avoir été frappée par la foudre. L'élégante et posée marionnettiste avait complètement disparu. À sa place se trouvait une femme terrifiée, acculée, debout dans une flaque de verre brisé et de vin renversé. « Eh bien, dis-je, en me penchant en avant, posant mes coudes sur le comptoir. Je suppose que le trust familial va devoir trouver une autre propriété à voler. » Avant que quiconque puisse dire un mot, la lourde porte en chêne menant à mon bureau privé s'est ouverte. 2 personnes sont entrées dans le salon principal. La première était Isidora, portant un tailleur anthracite sur mesure et tenant un épais classeur en cuir noir.
Le second était Darien, l'évaluateur d'État senior, tenant un document certifié avec le sceau de l'État en relief sur la couverture. Callahan s'est retourné, son visage un masque de pure panique. « Qui sont ces gens » a-t-il crié, sa voix se brisant. « Tu ne peux pas faire entrer des étrangers dans les affaires de famille. C'est privé. » « Il n'y a pas d'affaires de famille, Callahan, dis-je en me levant du tabouret de bar. Il n'y a que mes affaires, et vous êtes actuellement en train d'y empiéter. » Isidora s'est approchée de l'îlot de la cuisine et a posé son classeur, juste à côté de ma boîte de sécurité. Elle a regardé ma mère avec un regard si froid qu'il aurait pu geler le lac à l'extérieur. « Kreza Holloway » a-t-elle dit, sa voix tranchante et professionnelle. « Je suis Isidora Vance, associée principale chez Vance et Sterling. Je représente les intérêts légaux et financiers de Méric. Le document que votre beau-frère détient est légalement nul. Si vous tentez de le déposer, je remettrai personnellement les preuves de détournement de fonds que votre mari a fournies directement aux autorités fédérales. Vous ferez face à 5 à 10 ans de prison fédérale pour fraude électronique et évasion fiscale. » Terren, qui se tenait près de la porte, a laissé tomber sa mallette bon marché sur le sol. Il a lentement reculé, s'éloignant de ma mère, levant les mains comme pour se distancier physiquement des retombées radioactives. « Je n'ai rien à voir avec ça, » balbutia-t-il, la voix tremblante. « J'ai juste conduit le camion. Je n'étais au courant d'aucune fraude. » Darien s'est avancé et a placé son document certifié sur le comptoir. « Et puisque vous semblez si intéressé par la valeur de cette propriété, » a-t-il dit, en regardant directement Callahan, « je suis Darien, évaluateur d'État senior. J'ai effectué une évaluation complète de ce domaine entier hier. Le pavillon principal, les 3 cabanes d'invités, le quai privé et les 40 acres environnants de zones humides commerciales restaurées sont officiellement évalués à 5,2 millions de dollars. La propriété est détenue en pleine propriété par une société à responsabilité limitée privée, dont Méric est l'unique propriétaire. Le trust familial ne possède absolument rien ici. » Callahan a fixé le document comme s'il était écrit dans une langue étrangère. 5,2 millions, a-t-il chuchoté, sa voix creuse. Non. Non, c'est impossible. Tu es un entrepreneur. Tu joues dans la terre. Tu n'as pas le capital pour construire un domaine de 5 millions de dollars. Tu as volé ça. Tu as dû le voler. J'ai ri. C'était un son court et froid. Je n'ai rien volé, Callahan. Je l'ai construit. Pendant que tu emmenais des investisseurs à des dîners à 5 chiffres à crédit, je coulais du béton. Pendant que tu achetais des costumes sur mesure, je sciais du bois de récupération. Mais puisque nous parlons de capital, parlons du tien. J'ai fait un signe de tête à Isidora. Elle a ouvert son classeur noir et en a sorti une seule feuille de papier. Elle l'a fait glisser sur le comptoir en granit jusqu'à ce qu'elle s'arrête juste devant Callahan. « Il y a 2 semaines, » a déclaré Isidora, clairement, votre pantouse de luxe à Manhattan a été officiellement saisie par le prêteur principal en raison d'un défaut de paiement sur une dette sur marge de 2,1 millions de dollars. Les comptes d'exploitation de votre société de courtage ont été gelés par la Security and Exchange Commission dans l'attente d'une enquête sur des fonds de clients manquants. Vous êtes totalement en faillite, Callahan. Le visage de Callahan est devenu complètement livide. La sueur sur son front coulait sur le côté de son visage. Il a regardé frénétiquement notre mère. « Maman » a-t-il plaidé, sa voix petite et désespérée. « Dis-leur qu'ils mentent. Dis-leur que le trust va couvrir l'appel de marge. Tu as dit que tu avais la situation sous contrôle. Tu as dit que nous allions utiliser cet endroit pour obtenir le nouveau financement. » Ma mère ne l'a pas regardé. Elle fixait l'écran de télévision vide, sa poitrine se soulevant. Elle était piégée. Des décennies de manipulation, des décennies de mensonges et de crimes financiers avaient toutes convergé vers ce seul moment. Et ce n'est même pas le meilleur, dis-je en sortant de derrière le comptoir. Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai pointé du doigt le camion de location blanc et sale dans l'allée. Ce camion là-bas, celui avec lequel vous êtes arrivé. Isidora a vérifié le contrat de location ce matin. Je me suis retourné pour regarder Callahan. Tu n'avais même pas l'argent pour louer un simple pick-up. Tu l'as loué en utilisant une carte de crédit volée dans le sac à main de notre mère. La même carte de crédit qui est sur le point d'être refusée lorsque la banque réalisera que tous les comptes familiaux sont gelés par l'enquête fédérale. Tu n'es pas venu ici pour organiser une retraite d'entreprise, Callahan.
Tu es venu ici pour te cacher de tes créanciers. Callahan a trébuché en arrière, ses genoux heurtant le bord d'un canapé en cuir sur mesure. Il s'est effondré dessus, mettant son visage dans ses mains. L'enfant chéri était entièrement brisé. Son empire de saleté avait finalement été emporté par les flots. Veuillez prendre un moment pour laisser un commentaire ci-dessous et taper le mot « terminé ». C'est le code secret pour tous les spectateurs fidèles qui sont arrivés jusqu'ici dans l'histoire. Je lirai les commentaires et laisserai un cœur sur chaque commentaire qui dit « terminé ». Votre soutien compte énormément pour moi et aide la chaîne à grandir pour que je puisse continuer à vous apporter ces histoires. Merci beaucoup. Maintenant, finissons de sortir les poubelles. L'atmosphère dans le pavillon est passée de tendue à violemment instable. Callahan était assis sur le canapé, tirant agressivement sur ses propres cheveux. L'exécutif de Wall Street parfaitement manucuré avait disparu. Il a levé les yeux vers ma mère, son visage tordu par un mélange de panique et de pur venin. « C'est de ta faute » a-t-il hurlé, sa voix résonnant contre les hauts plafonds de cèdre. « Tu m'as dit que le trust était sécurisé. Tu m'as dit que tu allais gérer la succession. Tu as injecté de l'argent dans mon entreprise, et tu n'as même pas couvert tes traces. Maintenant, les fédéraux vont auditer toute ma vie. Tu m'as ruiné. » Ma mère est sortie de son état de stupeur. Elle s'est retournée contre lui, ses yeux brillant d'une fureur désespérée. « Je t'ai ruiné » a-t-elle crié, faisant un pas vers lui, ses chaussures chair craquant sur le verre brisé. « Je t'ai tout donné. J'ai volé dans l'entreprise de mon propre mari pour maintenir ta pathétique affaire à flot, parce que tu es trop stupide pour faire un vrai profit. Je t'ai acheté le Pantouse. Je t'ai acheté les costumes. Je t'ai donné un héritage de 2 millions de dollars et tu l'as réduit en cendres en 5 ans. Tu es un échec, Callahan, tu l'as toujours été. » C'était un contraste magnifique et amer. Les deux personnes qui avaient passé leur vie entière à projeter une image de richesse et de supériorité sans faille se criaient maintenant dessus comme des animaux enragés au milieu d'une maison qu'ils avaient essayé de voler. Le masque n'était pas seulement tombé, il était brisé en morceaux. Ils se retournaient l'un contre l'autre, se dévorant eux-mêmes. L'oncle Terence se faufilait discrètement vers la porte d'entrée. Sa mallette bon marché était toujours par terre. Il avait la main sur la lourde poignée de porte en laiton, essayant de s'éclipser sans se faire remarquer. « Je ne partirai pas encore, Terence, ai-je lancé sans le regarder. Mon équipe de sécurité a verrouillé le portail d'entrée. Si tu essaies de fuir, ils te retiendront jusqu'à l'arrivée de la police. Assieds-toi et tais-toi. » Terence est figé, sa main s'éloignant de la poignée. Il s'est précipité vers une chaise dans un coin et s'est assis, l'air terrifié. Puis mon père a bougé. Gideon, qui avait été silencieux tout ce temps, qui avait passé 30 ans à se fondre dans le décor pour éviter la colère de sa femme, a lentement marché vers le centre de la pièce. Il a contourné le champagne renversé. Il s'est approché de ma mère. « Kreza » a-t-il dit. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait un poids que je n'avais jamais entendu auparavant. Elle a tourné la tête pour le regarder, son visage tordu de rage. « Quoi » a-t-elle craché. « Tu vas t'excuser de m'avoir trahi ? Tu vas ramper, Gideon ? Tu le fais toujours. » Mon père l'a regardé. Il a regardé la femme qui avait terrorisé notre famille, qui avait systématiquement détruit mon enfance pour nourrir son propre ego. Il n'avait plus l'air effrayé. Il avait l'air incroyablement fatigué, mais complètement en paix. « Je t'ai laissé faire pendant 30 ans, Kreza, » a-t-il dit, sa voix calme et posée. « Je t'ai laissé abuser de Merrick parce que j'étais trop faible pour t'arrêter. Je t'ai laissé transformer Callahan en monstre parce que c'était plus facile que de te combattre. J'ai signé ce faux avenant parce que j'étais un lâche. Mais il y a 2 ans, quand j'ai vu ce que Merrick construisait ici, quand je l'ai vu faire exactement ce que ton père a fait, construire quelque chose à partir de rien avec ses propres mains, j'ai réalisé que je ne pouvais pas te laisser le détruire lui aussi. » Il a sorti une petite clé argentée de sa poche. Il l'a laissée tomber sur le comptoir en granit à côté de la boîte de sécurité. « J'ai demandé le divorce ce matin » a-t-il dit simplement. Les papiers ont été signifiés à la maison de New York il y a 1 heure. Cette clé est celle d'un petit appartement que j'ai loué de l'autre côté de la ville. Je retire mon nom des comptes familiaux. Je m'en vais. J'en ai fini. Ma mère a fixé la clé comme si c'était un serpent venimeux. « Tu ne peux pas me quitter » a-t-elle chuchoté, sa voix se brisant.
Tu n'es rien sans moi, Gideon. Tu n'as pas d'argent. J'ai ma conscience, a répondu mon père en se détournant d'elle. Et pour la première fois en 30 ans, je peux regarder mon plus jeune fils dans les yeux. Il s'est approché de l'endroit où je me tenais. Il s'est arrêté à quelques mètres, regardant le sol. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, Méric, a-t-il dit doucement. Je ne le mérite pas, mais je suis fier de toi. Je suis tellement fier de l'homme que tu es devenu, malgré nous. J'ai regardé mon père. J'ai vu les années de culpabilité gravées dans les rides de son visage. J'ai hoché la tête une fois. Merci, papa, dis-je. C'est tout ce que j'ai toujours eu besoin d'entendre. La dynamique du pouvoir dans la pièce avait entièrement changé. Je n'étais plus l'entrepreneur paria défendant son marécage. J'étais le roi du château, et il n'était que des intrus attendant leur jugement. Je me suis avancé, quittant la sécurité de l'îlot de cuisine. J'ai marché jusqu'au centre de la pièce, me tenant directement entre mon frère en sanglots sur le canapé et ma mère hyperventilant dans le vin renversé. J'ai regardé Isidora. Elle a hoché légèrement la tête, fermant son classeur noir. Le piège juridique s'était refermé. Les mâchoires d'acier s'étaient closes. J'ai sorti ma radio de ma poche. Sécurité, ici Méric, dis-je, ma voix froide et assez forte pour que tout le monde dans la pièce l'entende clairement. Escortez les invités hors de la propriété immédiatement. S'ils résistent, utilisez toute la force nécessaire pour les expulser pour violation de propriété. Compris, patron, est revenue la voix à la radio. On arrive. J'ai raccroché la radio à ma ceinture et je me suis tourné vers ma mère. Elle me fixait, les yeux écarquillés et sauvages. Méric, a-t-elle plaidé en faisant un pas vers moi. Elle a tendu la main comme pour saisir mon bras, mais j'ai reculé, dégoûté à l'idée qu'elle me touche. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle crié. Nous sommes ta famille. Je suis ta mère. Tu as un domaine de 5 millions de dollars. Tu peux nous aider. Tu peux rembourser la dette de Canaan. Nous pouvons garder ça secret. Nous pouvons redevenir une famille. Je l'ai regardé. J'ai vu la panique et le désespoir pur dans ses yeux. C'était exactement le même désespoir que j'avais ressenti à 20 ans, gelant dans une cabane pourrie, suppliant la banque pour un prêt pendant qu'elle organisait des fêtes au champagne pour mon frère. Tu as exigé mon pavillon en 48 heures, dis-je, ma voix dénuée de toute sympathie. Je te donne 48 secondes pour quitter ma propriété avant que mon équipe de sécurité ne te traîne physiquement dehors par la porte d'entrée. Canaan s'est levé du canapé, le visage rouge d'humiliation. Tu fais une énorme erreur, espèce de sale ordure arrogante, a-t-il hurlé, pointant un doigt tremblant vers moi. Tu crois que tu as gagné? Le nom de la famille sera ruiné. Nous serons en faillite. Tu étais déjà en faillite, Canaan, ai-je répondu, entrant directement dans son espace personnel. J'ai juste allumé les lumières pour que tout le monde puisse voir les rats courir partout. Maintenant, dehors. Les lourdes portes d'entrée se sont ouvertes et 3 grands hommes en tenue tactique sombre sont entrés dans le hall. Ils étaient massifs, lourdement armés, et avaient l'air incroyablement peu amusés. Le chef de la garde, un ancien marine nommé Jax, s'est avancé. Il est temps de partir, les amis, a dit Jax, pointant son pouce vers la porte. On y va. L'oncle Terren n'a pas eu besoin qu'on le lui dise 2 fois. Il a attrapé sa mallette bon marché et s'est précipité dehors, passant devant les gardes sans se retourner une seule fois. Canaan a fixé les gardes, réalisant qu'il n'avait absolument plus aucun levier. Ses épaules se sont affaissées. Le combat s'était complètement vidé de lui. Il ressemblait à un ballon dégonflé. Il a lentement marché vers la porte, ses chaussures chères traînant sur le sol. Ma mère a été la dernière à bouger. Elle est restée là, regardant le magnifique pavillon, les plafonds voûtés, les immenses fenêtres, la cheminée en pierre flamboyante. Elle regardait tout ce qu'elle avait essayé de voler et tout ce qu'elle avait perdu à jamais. Elle m'a regardé une dernière fois. Il n'y avait aucune excuse dans ses yeux. Seulement un ressentiment amer et toxique. Tu le regretteras, Méric, a-t-elle chuchoté, sa voix dégoulinant de poison. Tu mourras seul ici, dans les bois. Je préfère les bois, dis-je en lui tournant le dos. Les arbres ne mentent pas. Jax a fait un pas vers elle. Madame, allons-y. Elle s'est retournée et est sortie par la porte. Mon père l'a suivie,
Mais avant de sortir, il s'est retourné vers moi et m'a fait un petit signe de tête triste. Puis il est sorti dans l'après-midi gris. Je me suis tenu près de l'immense bail vitré et je les ai regardés partir. Il avait commencé à pleuvoir, une averse froide et dure de Washington. J'ai regardé Callahan essayer de démarrer le camion de location bon marché. Il a tout sauté 2 fois avant que le moteur ne prenne enfin. J'ai regardé ma mère assise sur le siège passager, regardant droit devant elle, se faisant tremper alors que Callahan luttait avec les essuie-glaces. Ils ont lentement descendu la longue allée sinueuse, le camion blanc disparaissant dans la forêt verte et épaisse. Les portes en fer se sont refermées derrière eux avec un grand bruit métallique, les enfermant hors de mon monde pour toujours. Le reste de la soirée a été calme. Isidora et Darien sont partis après avoir pris une tasse de café pour célébrer. J'ai dit à l'équipe de sécurité de rester en alerte maximale pour la semaine suivante. Mais je savais au fond de moi que ma mère et mon frère ne reviendraient pas. C'étaient des lâches. Ils ne se battaient que lorsqu'ils pensaient avoir le dessus. Face à la réalité de la prison fédérale et de la ruine financière absolue, ils passeraient l'année suivante à se déchirer, essayant de survivre aux débris de leur propre fabrication. Je me suis réveillé tôt le lendemain matin. La tempête était passée pendant la nuit, laissant l'air incroyablement vif et sentant le pain humide et la terre fraîche. Le soleil commençait à peine à se lever sur le lac, projetant une lumière dorée brillante sur l'eau. J'ai mis mes bottes de travail usées, une lourde chemise en flanelle, et je me suis versé une tasse de café noir. Je suis sorti du pavillon principal et j'ai descendu le chemin en bois vers le quai privé. L'eau était parfaitement calme, reflétant les grands sapins sur la rive opposée. Je me suis tenu au bout du quai, tenant ma tasse chaude, respirant l'air froid et pur. J'ai entendu des pas derrière moi sur les planches de bois. Je ne me suis pas retourné. Je savais qui c'était. Mon père s'est approché et s'est tenu à côté de moi. Il tenait une tasse de voyage. Il portait un vieux pull que je n'avais pas vu depuis des années. Il a regardé le lac. « C'est magnifique ici », a-t-il dit, sa voix calme. Paisible. Il a fallu beaucoup de travail pour le rendre paisible, ai-je répondu en prenant une gorgée de mon café. Il a hoché la tête lentement. Je sais. Je retourne à Seattle cet après-midi. Mon avocat dit que le divorce sera compliqué, mais Isidora va m'aider à protéger ma pension. Cresa essaie déjà de rejeter la faute de la fraude fiscale sur son comptable. Callahan fait face à un énorme procès de ses investisseurs. Ça va être un bain de sang. Laisse-les saigner, dis-je en fixant l'horizon. Ce n'est plus notre problème. Il s'est tourné pour me regarder. Non, ça ne l'est pas. Tu as bâti un empire à partir de la terre, Merrick. Tu nous as tous prouvé le contraire. J'espère juste que tu ne laisseras pas la colère te transformer en quelqu'un de dur. Ne laisse pas ce qu'ils ont fait t'empêcher de faire confiance aux gens. J'ai regardé mon père. J'ai vu un homme qui recommençait à 65 ans avec rien d'autre qu'un appartement en location et une conscience tranquille. J'ai souri légèrement, le premier vrai sourire que j'avais ressenti depuis des jours. Je fais confiance aux gens qui construisent des choses, papa, dis-je. Je fais confiance aux gens qui ne s'enfuient pas quand le toit s'effondre. Tu es le bienvenu ici à tout moment. La cabane d'invités au bord du lac est toujours ouverte pour toi. Les yeux de mon père se sont remplis de larmes. Il les a rapidement clignés, s'éclaircissant la gorge. Ça me plairait, a-t-il dit doucement. Ça me plairait vraiment, fiston. Nous sommes restés là ensemble, regardant le soleil monter plus haut dans le ciel. Le pavillon de 5 millions de dollars se dressait derrière nous, une forteresse bâtie sur le rejet et le travail acharné. La cabane pourrissante n'était plus qu'un lointain souvenir. La dynamique familiale toxique était définitivement brisée. Parfois, être déshérité est le plus grand héritage que l'on puisse recevoir. Cela vous force à réaliser que vous n'avez pas besoin de leur permission pour réussir. Vous avez juste besoin d'un lopin de terre et de la volonté de creuser. C'est ainsi que mon histoire se termine. Mon frère fait face à la faillite et à une possible peine de prison. Ma mère se bat contre une enquête fédérale et un divorce qu'elle n'a jamais vu venir. Et je me prépare à commencer la construction d'un deuxième complexe écologique à 50 miles au nord de la côte. Mais je dois vous poser une question. Depuis que la vidéo a été publiée sur certains forums de drames locaux, les amis de ma mère m'ont traité de monstre. Ils disent que peu importe ce qu'elle a fait, je n'aurais pas dû jeter ma propre mère et mon frère dehors sous la pluie.
Ils disent que la famille, c'est la famille, et que j'aurais dû payer sa dette pour sauver le nom de la famille. Alors, je me tourne vers vous, mon jury. Ai-je eu tort d'être si impitoyable? Aurais-je dû leur donner une seconde chance, ou ont-ils eu exactement ce qu'ils méritaient? Si vous étiez à ma place, leur auriez-vous laissé un seul centime? S'il vous plaît, faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. Et si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà dû couper les ponts avec des membres de votre famille toxique pour protéger votre propre paix, s'il vous plaît, partagez votre expérience. Vous n'êtes pas seul. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez entendre d'autres histoires folles de karma et de justice, s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Rappelez-vous, parfois la meilleure vengeance est simplement de construire une vie qu'ils ne pourront jamais toucher.